Azul Filaoun, bonjour. Avec vous, Rachid Raha, président de l'Assemblée mondiale amazigh et président de la Fondation David Montgomery Hart des études amazighes. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, que l'UNESCO a décidé de le célébrer chaque 24 janvier de chaque année, j'ai pensé offrir cette conférence sur la culture amazigh comme une culture africaine. Et avec pour thème la culture amazigh à l'origine de nombreuses civilisations qu'on aimerait bien aborder avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Mais laissez-moi vous parler de mots de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Dans son mot qu'il a diffusé aujourd'hui, il dit « Alors que nous célébrons la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, l'UNESCO met en lumière le talent, la passion et la détermination d'artistes et de professionnels du secteur de la culture africaine et afrodescendant. Malgré les difficultés causées par la pandémie Covid-19, ces artistes inspirants mettent sans cesse à profit leur créativité pour élargir nos horizons. » Dans son texte, il ajoute « L'UNESCO reste également engagée dans la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel des communautés africaines et afrodescendantes. En 1921, la rumba, par exemple, congolaise, a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. » Et il conclut en outre, l'UNESCO a récemment renforcé son action visant à aider les États membres africains à protéger le patrimoine culturel en menant des initiatives sur plusieurs fronts culturels, de renforcement des capacités des experts à la gestion du site du patrimoine mondial et aux propositions d'inscription du site en passant par la lutte contre le trafic illicite de biens culturels et le développement du musée. Comme le montrent toutes ces initiatives, l'UNESCO s'emploie sans réserve à faire entendre les voix des communautés africaines et afrodescendantes dont fait partie la communauté amazigh, que ce soit en protégeant le patrimoine culturel, en soutenant l'émergence d'expressions culturelles diverses, en proposant de nouvelles idées ou en créant des opportunités pour les artistes conformément au programme de développement durable à l'horizon de 2030 des Nations Unies et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. La culture africaine, il conclut Madame Audrey Azoulay, et afrodescendante, la culture africaine et afrodescendante a un potentiel illimité pour émerveiller le reste du monde. Et la même chose pour la culture amazigh. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en lumière cette créativité. Pour reprendre les mots de Damon Galgut, le lauréat sud-africain de prix Booker 2021, s'il vous plaît, continuez à écouter ce continent remarquable. Il y a beaucoup plus à venir. Comme vous devriez savoir, l'UNESCO possède ici à Rabat un siège pour 5 pays d'Afrique du Nord qu'elle appelle Bureau du Maghreb. Malheureusement, on a consulté Internet, on a vu qu'il n'avait prévu aucune activité dans ces 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Pourquoi? Moi je me dis peut-être le fait que j'étais victime d'un acte de discrimination de la part de l'antenne de l'UNESCO ici en Afrique du Nord, et ici on fait une pétition à Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, de changer cette terminologie du Maghreb en le substituant par une terminologie plus appropriée qui est Afrique du Nord. Parce que beaucoup de traducteurs, lorsqu'ils traduisent le Maghreb, que ça veut dire l'Ouest en arabe, mais beaucoup le traduisent en Maghreb arabe. Et là, ça pose un problème. Parce que le Maghreb ou l'Afrique du Nord, ça n'a été jamais arabe.
Et pour les représentants de l'UNESCO qui ont interdit la presse autochtone amazigh à un programme d'alphabétisation des adultes où ils pensent faire cette alphabétisation qu'en langue arabe en oubliant et en discriminant la langue autochtone amazigh qui est en plus officielle tant au Maroc comme en Algérie et on voit d'être aussi reconnu officiel en Libye et ailleurs. Il n'a pas du tout pensé le célébrer. Bon, je crois, j'ai la sensation que pour eux, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie sont des pays de culture arabe. Et pour eux, la culture arabe, bien sûr, il appartient au continent asiatique et il n'appartient pas au continent africain. Et c'est dommage, c'est pas la réalité. Tous ces pays, et il faut inclure l'Égypte aussi, dans cet ensemble, appartiennent tous au continent africain. Et toutes les cultures qu'ils possèdent au sein de leur cet immense territoire sont tous des cultures africaines. Et c'est des cultures qui ont donné beaucoup de choses à l'humanité. La première des choses, le mot de continent Afrique devient où? C'est un ethnonyme amazigh. C'est à l'époque, on va dire romaine, on le disait pour l'État tunisien. On lui appliquait ce mot et selon les chercheurs, il vient du mot Afri, ça veut dire des tribus Afri, et là ça a donné Africa, et après ça a été généralisé pour tout le continent africain. Et bien sûr, le mot Afrique a été connu par cette grande expression de grand roi amazigh, Massinissa, lorsqu'il luttait contre la colonisation romaine, de dire l'Afrique aux Africains. Et vous avez Barack Obama, lorsqu'il était président des États-Unis, dans son discours à Accra, il avait dit que la jeunesse africaine appartient aux Africains. Et la culture africaine, ce que je voudrais vous dire ici aussi, et de ce qu'on va aborder, appartiennent à tous les Africains. Même si elle a été construite, élaborée, conçue, dans sa grande majorité par les Africains de Nord, qui ne sont pas vraiment tous de peau noirs, sinon dans leur grande majorité sont des Africains blancs ou des Africains mat. Pour vous dire, l'une des choses comme quoi le territoire amazigh a donné beaucoup de civilisations, commençons par la préhistoire. Et vous avez par exemple maintenant l'homme préhistorique achulien qui a presque plus de 1 200 000 ans. On a trouvé du site, un en Algérie, presque à côté du Sétif, et un autre ici à Casablanca lui-même. Ça veut dire, lorsque l'homme préhistorique a commencé à élaborer l'industrie lithique, à confectionner les pierres et à les transformer en armes, en couteaux, pour chasser. Et là, c'est la première révolution, on va dire, de l'homme préhistorique, de libérer ses mains et de construire quelque chose et qui va développer le cerveau humain à tel point. Cette évolution, ça a continué jusqu'à donner l'homo sapiens sapiens, ça veut dire l'homme qui pense. Et les dernières recherches archéologiques, comme vous voulez savoir, ça a été découvert par Jean-Jacques Hublin et Dr Abdelwahed Bansal. Ça a été trouvé ici même au Maroc, à Adrar Nerhoud, qui est à 70 km de Marrakech. Et vous avez aussi l'une des dernières découvertes, ça veut dire la plus vieille parure
Avant, on croyait que c'était celle d'Afrique du Sud qui avait 70 000 ans. Mais par contre, vous avez l'équipe de Monsieur Abdeljalil Al-Hajraoui. Ils avaient trouvé des parures ici à la grotte de Tmara, dans la région de Rabat, qui dataient de 100 000 ans. Et ce qu'il a fait, l'équipe de M. Al-Hajraoui, c'est qu'il a essayé de dater cette parure avec le même équipe qui a daté celle de l'Afrique du Sud. Et dernièrement, dans la région de Madame la directrice générale de l'UNESCO, on a trouvé une parure qui date encore plus loin, vers 142 000 ans jusqu'à 150 000. C'est quoi la parure? C'est lorsque l'homme commence à croire, à avoir de la communication avec les autres hommes et à croire dans l'au-delà comme une protection qu'il met cette parure vers on va dire les accidents de la nature, comme les volcans, les séismes, le mauvais sort et tout. Mais ce que beaucoup de monde ne donne pas assez d'importance, on parle beaucoup de la civilisation égyptienne, et c'est pour cela que ça nous surprend que l'UNESCO n'intègre pas l'Égypte dans cette disons, délégation régionale, où il y a eu cette grande civilisation qui est la civilisation égyptienne, qui a émerveillé tout le monde, où les pyramides attirent des millions et des millions de touristes depuis des lustres. Mais ce qu'on oublie, c'est que les dernières études, peut-être notre ami Dr Antonio Arnaiz Villena, vers 2000, il a fait une recherche génétique en quelque sorte, en comparaison les gènes de HLA des vaisseaux sanguins, de sang, on va dire, des populations de pourtour méditerranéen. Et il est arrivé à certaines conclusions surprenantes. Comme quoi, l'une des premières, c'est une conférence qu'on avait donnée ici à Rabat, lui et moi, comme quoi la culture ibérique, ou la culture basque, la culture, on va dire, des anciens des Espagnols et Portugais, s'est révélé par cette étude génétique qui ne sont pas comme les Allemands, les Anglais ou les Européens, on va dire, de Nord. Ils ont des origines différentes. Les habitants des péninsules ibériques, de la péninsule italienne au sud, des îles méditerranéennes comme la Sicile, la Corse, la Sardaigne et les îles Baléares ont une origine nord-africaine. Ça veut dire les premières populations qui l'ont habité, ça fait disons 10 000 ans, ça venait plutôt d'Afrique du Nord que de l'homme de Cro-Magnon européen qui a une origine bien sûr vers la Palestine et qu'on a trouvé en France. Et cela, il explique, c'est du fait que ça fait 10 000 ans, le Grand Sahara que vous voyez ici, c'était un terrain très fertile. Il y avait de la pluie tout le temps. C'était un plateau de ruisseaux, des rivières, des fleuves incroyables. Mais ça a commencé la désertification. Et la désertification qui continue dans l'actualité pousse les populations à émigrer vers des zones plus humides, plus clémentes et des zones où ils peuvent développer l'agriculture pour les populations. C'est pour cela, lui-même il explique que ce boom migratoire, ça a permis que les populations d'Afrique du Nord
passent de l'autre côté de la Méditerranée occidentale pour habiter et coloniser la péninsule ibérique. La même chose, plus récemment, c'est vers les îles Canaries. Et c'est effectivement l'anthropologie génétique, l'archéologie et même les écritures Tifinagh, qui est l'une des premières écritures découvertes par l'homme amazigh en Afrique du Nord et qui fait la fierté du peuple amazigh en tant que peuple africain à découvrir les rudiments de l'écriture avant les autres peuples européens ou asiatiques ou ailleurs. Et il explique Antonio Arnaiz Villena comme quoi ça a donné aussi la civilisation égyptienne. Beaucoup de monde vont se surprendre, mais des études qui sont venues après, ils ont confirmé cela. Par exemple, celle d'Hélène Hagan, il s'est vu que la civilisation égyptienne la plus ancienne, il a une certaine terminologie, il le dit, très apparenté avec le parler, la langue amazigh. Et une autre étude encore plus élaborée, plus détaillée, et il est formidable, ça a été fait par Teklit Mbark Lauti de l'université d'Alger de Bjaya, où il a écrit ce livre, Les Amazirs en Égypte, des temps les plus reculés aux dynasties amazighes. Comme vous voyez, on parlait, on disait que les premières photos historiques de peuple amazigh, les Libous, on les trouvait en Égypte, mais au fond, il n'y a pas que ces Amazirs, c'est les Égyptiens eux-mêmes sont d'origine de la culture amazigh. Et vous avez bien sûr cette palette de Narmet où on parle comme l'un des premiers documents à parler des Libous, des Amazirs, le fait que le roi Narmer les avait gagné une bataille et il les a mis comme, pris comme des esclaves. Mais n'empêche que l'empire pharaonique n'a jamais pu conquérir la Libye, ni du côté de l'Est, du fait que les Berbères ils étaient vraiment forts, et comme il explique bien Teklit Mbark, il avait créé une grande civilisation très forte, qui est les chars, on va dire la roue elle-même, et avec les chars ça donnait plus de force à la civilisation pharaonique. Avec le temps, et là on vient de le célébrer, la nouvelle an amazigh, il y a eu même une bataille, on va dire, entre les Amazirs et les Égyptiens, avec Ramsès III, où Shinshok avait gagné et régné en Égypte, une partie de l'Asie, à savoir la Palestine et le Liban. Mais ce qu'on oublie, il a, bien sûr, comme le dit Hélène Hagan, ce chapitre de la relation de la culture égyptienne avec la culture amazigh, on n'est qu'à ses débuts, et espérons que ça va ouvrir toute une panoplie de recherches. Vous avez le professeur Mostafa Boudribila de l'université d'Agadir, et il a commencé à y chercher, d'autres chercheurs marocains, et on vient même de dédier un numéro spécial sur cette question, l'Amazigh et les pharaons, quelle relation, ou sinon la civilisation pharaonique serait-il d'origine amazigh? Et si vous voulez consulter ce numéro, c'est vraiment facile. Il suffit de mettre www.amazigh.press et vous allez vers les archives et vous trouverez ce numéro du mois de janvier qu'on vient de sortir ici au Maroc. Mais une autre chose, c'est que malheureusement, dans nos pays d'Afrique du Nord, le fait qu'ils ont importé une idéologie d'Asie qui est arabo-islamique, où
vous devriez savoir tous que pour les salafistes, en quelque sorte, ils ont toujours cette idée comme quoi l'histoire a apparu avec, disons, lorsqu'il est apparu Mahomet, ça veut dire en 622 de calendrier. Mais tout ce qu'il y a avant, ils essayent de le passer sous silence, de le négliger. Et c'est pour cela, dans nos écoles, et plus concrètement au Maroc, on nous enseigne comme quoi les Amazighs étaient les premiers habitants du Maroc et d'un seul coup, disparaissent. Et ils viennent en plus de la région du Yémen. Alors que, selon les études, comme je vous ai dit, d'Antonio Arnaiz Villena, et lui, il explique le contraire. La migration qu'il y a eu vers le Yémen, ça venait plutôt toujours d'Afrique du Nord, comme je vous avais montré, à cause de cette désertification qui a poussé les populations à émigrer vers d'autres continents. Ça veut dire le Proche-Orient, et de là, ça a émigré vers l'Europe et ailleurs en Asie et en Amérique. Ce que je voudrais bien vous insister, c'est que dans l'histoire, on oublie une chose fondamentale, comme quoi il y a eu l'une des grandes civilisations, ça a été la civilisation carthaginoise, créée bien sûr par Elisa Didon. Celle-ci, comme vous devriez savoir, il s'avait marié avec son oncle Acherbès. À sa mort, il a pris ses richesses et il est venu à la ville de Carthage pour créer la civilisation carthaginoise. Et là, on la prend comme une civilisation phénicienne, comme quoi s'il ne fait pas partie de la culture nord-africaine, comme quoi c'est une civilisation extérieure. Alors qu'Elisa elle-même, comme femme, elle est venue avec un petit groupe qui l'ont accompagnée. Ceux qui ont fait l'histoire carthaginoise, il y a leur tête, ça a été connu à l'échelle internationale par les guerres qu'il a eues contre les Romains et qu'il a même lui-même déplacé des militaires d'Afrique du Nord, d'Espagne, jusqu'au territoire de l'Italie, où il y a eu cette grande bataille de Caen, où les Romains, pour le mettre en échec, ils ont appris sa propre stratégie et ils l'ont bien sûr utilisé contre lui à la ville de Zama en Tunisie, où il a connu un échec cuisant. Mais la dite civilisation carthaginoise qui a régné un peu partout en Espagne, dans les îles, il fait partie de l'histoire amazigh, l'histoire africaine. Et c'est une histoire qu'on devrait être fier d'elle. La même chose qu'on nous a enseigné avec cette conception toujours ethnocentriste, ça veut dire imma eurocentriste ou arabo-centriste, soit du vue des Européens ou du vue des Arabes du Proche-Orient, comme quoi les Phéniciens, ils ont construit les grandes villes à l'époque, avant que ça vienne l'Empire romain, les grandes villes, à savoir Roussadir qui est Mélia, Tangis, Tanger, Tamouda, Tétouan, Lixus, Larache, Volubilis à côté de Meknès, et on oublie. Et les dernières recherches archéologiques, comme le souligne fortement notre archéologue Youssef Boukbout, les Phéniciens faisaient des commerces avec les populations autochtones d'Afrique du Nord. Ils venaient en bateau et ils revenaient en bateau. Et on n'a pas trouvé beaucoup d'enterrements des Phéniciens en territoire africain, en territoire amazigh. Pour vous dire que cette civilisation urbanistique des villes extraordinaires connues à l'époque romaine, c'était œuvre des Amazirs. Ou même, à l'époque même romaine, les 4 siècles qu'ils ont été
en train de régner en Afrique du Nord, ils avaient créé une civilisation hybride, métisse, entre les Romains et les Africains du Nord, à tel point des Amazirs sont devenus César de l'Empire romain, l'exemple de Septimo Civil. Et là, vous avez, c'est une fierté énorme pour les Amazirs, comme quoi le premier à faire une révolution en faveur des droits des citoyens, c'est un Amazir. C'est son fils ou petit-fils, Karakaya, en 212. Voici son image, Karakaya, qui a fait la première révolution où il défendait l'égalité des droits des citoyens, qu'ils soient de la capitale de Rome, que ce soit des colonies ailleurs. Malheureusement, il a été assassiné rapidement à cause de cette révolution citoyenne qui a inspiré après presque 2000 ans la révolution française, et après ça a donné la déclaration universelle des droits de l'homme de 1947 ou 48. Ce que je voudrais dire, une autre chose qu'on oublie, c'est que même l'idée on va dire, de la démocratie, il est venu d'Afrique du Nord. Il s'est venu à Carthage. Beaucoup de monde disent que ce sont les Grecs les premiers à mettre les piliers de la cité démocratique dans la ville d'Athènes vers 800 ans avant Jésus. Mais par contre, on oublie que c'est la cité de Carthage que a créé, elle a bâti la reine Élisabeth II en 2014 avant Jésus, qu'il y a eu la première invention de la cité démocratique et qui est devenue maintenant l'idéal de tous les peuples du monde ou de l'humanité aspirant à vivre en démocratie. Et il y a une autre chose, on l'oublie aussi, même la civilisation chrétienne, qui a beaucoup pris le dessus sur l'Empire romain, les premiers à être, on va dire, les artisans, les grands penseurs de courant catholique à s'imprégner, vous avez Saint-Augustin qui est un Amazir et Donat. Et aussi, vous avez les Amazirs, ils ont créé d'autres civilisations musulmanes qui ont régné. À l'exemple, je vous donne un simple exemple les Almoravides qui ont régné du Sénégal, on va dire du Mali même, et Sénégal, jusqu'au nord d'Espagne, à la ville de Saragosse. Ils ont ce mérite de véhiculer le Coran malikite, qui est le Coran le plus modéré de l'islam, à la différence du Coran extrémiste qui ne respecte pas la vie humaine, comme le wahhabisme au Proche-Orient. Et l'une des grandes civilisations qu'ils ont créées, les Amazirs, la civilisation andalouse. Parce que on parle beaucoup, on dit la civilisation arabo-musulmane d'Andalousie. Pardon, celui qui a conquis l'Andalousie, c'est Tariq ibn Ziyad. Et on lui attribue cette phrase Al-Adou amamakum wal-bahr wara'akum. Ça veut dire votre ennemi devant et derrière il y a la mer. Ce qui a fait Tariq ibn Ziyad, effectivement, lorsqu'ils ont débarqué avec ses troupes, la grande majorité venue du nord de Maroc, il a brûlé les bateaux, il leur a dit en Amazir, en langue amazir, et ça veut dire qu'il fallait avancer et ne pas penser au retour. Ils ont arrivé jusqu'au Poitiers. Et les Amazirs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de la Libye,
ils ont régné ou contribué à la construction de la grande civilisation d'Andalus durant 8 siècles que Pierre Guichard a mis en évidence par les recherches archéologiques. Et vous avez comme exemple l'une des meilleures villes d'Europe, c'est Grenade, créée par la dynastie zélide, où vous avez aussi la cathédrale Giralda de Séville, c'est œuvre des Amaziens. Pour ne pas vous étendre beaucoup sur ce qu'a donné la culture amazigh à la civilisation humaine universelle, c'est incroyable. Et là, je n'ai fait qu'une ébauche des choses comme quoi les Africains nous devons donner d'importance à notre culture autochtone. Et dans ce sens, bientôt, on va fêter la journée internationale de la langue maternelle qui est le 21 février de chaque année. Et là, j'ai un message à donner surtout aux associations, aux ONG, aux activistes de la culture et des droits des Amaziens. On était émerveillés comme quoi ils ont célébré le Nouvel An amazigh un peu partout. Aux États-Unis, au Canada, dans les villes importantes d'Europe, que ce soit Paris, où il y a une manifestation dans la rue extraordinaire, ou les festivités de ce samedi à Madrid, ceux qui sont en train de se faire pour le week-end prochain, nos amis en Allemagne aussi, ils ont fêté, et au Maroc, bien sûr, dans presque toutes les villes. Alors, pour leur dire, l'exemple que je donne, par exemple, de Youssouf Ibn Tachfine, qui a régné de Sénégal jusqu'au l'Andalousie, il faisait toute cette histoire en sa langue maternelle. Il ne connaissait pas la langue arabe à l'époque. Il connaissait que la langue amazigh. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour la langue amazigh, c'est pas simplement un moyen de communication. Sinon, c'est un sédiment où il y a eu toutes les valeurs qu'on véhicule, et surtout les valeurs amazigh de respect de l'autrui, des valeurs de respect de la nature, les valeurs de l'égalité entre l'homme et la femme, les valeurs, on va dire, du touisin, de s'entraider collectivement, politiquement, socialement, ou culturellement. La langue amazigh, c'est l'une. Il faut le dire, et là je termine ma conférence, il a cette caractéristique extraordinaire, unique, comme quoi on est en l'une des langues les plus anciennes. Vous avez l'Égyptien ancien qui a créé des civilisations énormes, bien sûr, même si ce sont d'origine amazigh, ou vous avez l'empire romain qui régnait avec le latin. Ces langues ont disparu, ils ont devenu des langues mortes. Par contre, l'amazigh, il continue à subsister dans nos jours. Et c'est pour cela qu'on n'a pas droit à qu'on vive son extermination, sa disparition. Le génocide linguistique de notre langue millénaire amazigh qui a donné tant à l'humanité. C'est pour cela je vous invite tous, les associations, ONG, activistes, intellectuels, amazigh, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes, à fêter, faire des activités pour la journée mondiale de la langue maternelle et surtout s'impliquer durant la décennie internationale des langues autochtones que nous saluons l'UNESCO d'avoir y pensé avec le comité des experts des droits des peuples autochtones des Nations Unies et qu'ils ont lancé dernièrement. Et dans ce sens, nous voulons et nous invitons que l'UNESCO pense pour ces cadres, ces responsables que l'on voit dans notre continent, comme le continent africain, ben, qu'il y ait des gens conscients et sensibles à la culture autochtone des Africains.
ازول في الاول يا لا بروشين ثدارت افريقيين برا ثدارت يثدرت سنت افريقيا ثدارت